Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi 7 juillet une réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre a permis de faire le point de la situation sécuritaire générale du pays. L'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire a également été abordée. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique pour la mise en œuvre du programme de l'Association internationale de développement IDEA pour les pays du continent éligibles au financement IDEA s'est ouvert jeudi à Dakar. Elle fait suite à la rencontre d'Abidjan, une rencontre au cours de laquelle les chefs d'État avaient appelé à la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDEA 20. La rencontre de Dakar, qui va définir les grandes orientations de l'IDEA 20, porte sur le thème « Mieux reconstruire après la crise pour un avenir vert, résilient et inclusif ». Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, représente à cet effet le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le vice-président que je vous propose d'écouter. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Agenda chargé pour Adama Bictogo à Kigali, au Rwanda, en marge de la 47e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Le président de l'Assemblée nationale renforce ses relations avec d'autres institutions du continent africain. Il a reçu en audience le président des Assemblées nationales du Bénin et de la Centrafrique. Les échanges ont porté sur la coopération entre les différents parlements. Nos envoyés spéciaux à Kigali, Moussa Kounaté et Ambroise Asséman. La prochaine réunion du réseau des parlementaires africains contre la corruption se tiendra au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, président de l'APF, est invité à ce rendez-vous parlementaire. Une invitation du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Nous avons pris l'initiative au Bénin de relancer ce réseau africain pour que ce réseau puisse jouer sa partition dans l'économie de nos pays respectifs. Et j'ai eu la présence d'esprit et l'amabilité d'inviter mon cher frère à venir au Bénin pour participer et partager l'expérience ivoirienne de la lutte contre la corruption. Pour moi, c'est une visite d'abord fraternelle, une visite de deux parlements qui se sont inscrits dans le prolongement de l'amitié forte et fraternelle qui existe entre les deux chefs d'État. En l'occurrence, le président Alassane Ouattara et le président Patrice Talon. Autre personnalité venue échanger avec le président Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de la République de Centrafrique. Le renforcement de la coopération entre les deux parlements est au centre de la rencontre. Il faudrait que nous comprenions une chose, que la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire sont deux pays amis, sont deux pays frères, dont les sorts sont scellés, sont liés. On ne peut faire autrement que de travailler la main dans la main au niveau de nos deux parlements pour que nos deux pays se portent mieux et nos peuples avec. Voilà l'objet de mon déplacement auprès du président Bictogo. Cette visite entre nos deux parlements obéit à l'historique qui lie nos deux pays. Parce que la Centrafrique et la Côte d'Ivoire, depuis l'époque donc du président Oufoué, Mokassa, tous les présidents centrafricains qui se sont donc succédés, ont toujours eu de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire et nous nous inscrivons naturellement dans le prolongement de ces relations historiques, culturelles, fraternelles qui lient nos deux pays. Ces présidents de parlement reçus ce jour par Adama Bictogo sont à Kigali au Rwanda dans le cadre de la 47e session plénière de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de l'immobilier avec le gouvernement ivoirien qui veut mettre fin aux constructions anarchiques. Les pratiques créant l'insécurité dans le domaine du logement et du cadre de vie sont également dans son viseur. Le ministre Bruno Nabanye-Kone a invité les acteurs et usagers du domaine à une rencontre. Il s'agit pour lui de renforcer les connaissances sur les dispositions du Code de la construction et de l'habitat. On regarde le compte-rendu de l'Anciné Bakayoko. De plus en plus d'Ivoiriens s'engagent dans les opérations immobilières avec l'espoir d'accéder à la propriété. Malheureusement, l'on observe de nombreux abus dans le secteur, liés notamment à la sécurisation des cotisations des souscripteurs
qui sont pour la plupart versés sur des comptes à vue ouverts au nom de promoteurs immobiliers sans aucune forme de garantie. L'objectif spécifique, c'est de présenter le code, mais aussi de faire un focus sur la réglementation en matière de vente d'immeubles, de mettre en lumière les droits et les devoirs des uns et des autres, aussi bien des promoteurs que des acquéreurs. Les acteurs de la chaîne de la construction se sont apaisantis sur divers autres sujets, entre autres la procédure d'acquisition de logements dans un programme immobilier, le rôle de l'État, des banques et même de l'acquéreur. La signature des actes cédés ne prend plus du temps. C'est un appel que je peux lancer aux acquéreurs, vraiment de s'approcher du ministère de la Construction aujourd'hui, qui a tout fait pour dématérialiser tout ce qu'on appelle la procédure administrative. Le ministre Bruno Nabagné Koné a pris une part active dans cette rencontre à vocation pédagogique. Tous les textes qui ont été pris l'ont été sur une base qui est parfaitement démocratique, qui a pris en compte tout le monde. Il ne s'agit pas que des textes protégeant ceux qui ont l'argent, ceux qui sont capables de faire des investissements de 100 millions, de 200 millions. Mais également, nous nous soucions de ceux qui ne peuvent que réaliser un bâtiment de 10 millions sur 55 mètres carrés. Passé la sensibilisation, Bruno Nabagné Koné a prévenu qu'il ne transigera pas sur le respect de la réglementation en matière de construction d'immeubles. En 2021, 9 867 contrôles ont été effectués. Le jeudi 7 juillet 2022 marquait le 8e jour du mois lunaire chez les fidèles musulmans en Arabie Saoudite. Il correspondait à l'arrivée des pèlerins sur le site de Mina, un passage obligé avant d'atteindre le mont Arafat. La suite, c'est dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Mahama Traoré et Abdulaziz Ganiou. En route pour le début de la fin du pèlerinage. Ces musulmans ivoiriens se déploient sur le site de Mina, à environ une dizaine de kilomètres à l'est de la Mecque. Le voyage dure une partie de la nuit. Voici Mina, une ville éphémère située au pied des collines qui ne dure que le temps du Hajj. Elle est faite de milliers de tentes sous lesquelles siègent tous les croyants venus du monde entier pour accomplir le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pris l'intention à Makkah pour pouvoir faire son pèlerinage, est venu ici à Mina pour camper, un jour avant d'aller à Arafat. Donc après Arafat, il est revenu ici encore pour faire la lapidation et l'essentiel du pèlerinage se passe à Mina. Donc c'est une étape très très importante du pèlerinage. À l'instar de tout le circuit cultuel du Hajj, la station de Mina requiert également une intense adoration. Elle commande aussi aux pèlerins de rester en Ihram, la tenue de sacralisation au moins durant les premières 72 heures du séjour. L'Ihram, c'est un symbole de soumission. C'est un symbole qui montre aux pèlerins, aux musulmans, que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes tous appelés un jour à répondre à la mort et à être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous sommes en Ihram, il est interdit de se parfumer. Lorsque nous sommes en Ihram, il est interdit de se coiffer ou de couper ses ongles. Le musulman en Ihram doit faire un effort de respecter tout ce qui est interdit en islam. Pour une meilleure diffusion de l'information au sein du contingent ivoirien à Mina, le commissariat du Hajj déploie un dispositif spécial. Le dispositif que nous installons ici actuellement, nous appelons Radio Mina. Nous avons un programme d'animation. Ce sont soit des émissions, nous avons même des plateaux avec souvent des invités, des imams ou tout autre profil que nous souhaitons avoir. Et puis également, il y a la part des informations courantes, quotidiennes. Vous avez retrouvé le programme des prières, le programme de la lapidation, qu'on appelle le programme des Djamarat, etc., etc. Après une première nuit passée à Mina, les pèlerins ivoiriens seront acheminés dans la nuit du jeudi au vendredi vers le mont Arafat, l'étape clé du Hajj. Il est bon de rappeler que ce jeudi 8 juillet marque la migration de tous les pèlerins vers le mont Arafat.
À quelques heures de la fête de la Tabaski, le Conseil national de lutte contre la vie chère ne relâche pas ses efforts. Son secrétaire exécutif est sur le terrain pour visiter les différents parcs à bétail à travers le district d'Abidjan. Rani Didis Bakone veut s'assurer de leur approvisionnement et des prix pratiqués auprès des consommateurs. On regarde le compte-rendu de Michel Mambo. Trècheville, Atekoubé, Adjamé. À 2 jours de la fête de la Tabaski, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Rani Didis Bakone, accompagnée du directeur général du commerce intérieur, sillonne les parcs à bétail. Objectif, s'enquérir du niveau d'approvisionnement des marchés et des prix pratiqués sur place. Constat. Le mot d'ordre, c'était la décentralisation, la proximité avec les populations, pour leur permettre de pouvoir faire des gains en termes de déplacement, en termes de transport. Et nous sommes satisfaits dans la mesure où, effectivement, le marché est largement approvisionné. Les marchés à l'intérieur du pays sont également approvisionnés. Toutes les bourses peuvent être satisfaites. C'est une grosse satisfaction de voir que les mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de la fluidité routière, le démantèlement des barrages illicites et illégaux, ont permis aux opérateurs économiques de la filière donc de travailler à approvisionner massivement nos différents marchés. Des parcs à bétail suffisamment approvisionnés et il y en a pour toutes les bourses. On est approvisionné. Voilà même des moutons qui viennent d'arriver hier nuit. Et on a des camions qui sont en route. Vraiment, c'est de rassurer la population. On a des moutons vraiment à des prix vraiment exceptionnels. Il y a des moutons qui commencent à partir de 100 à 150 jusqu'à 200 000. Mariam Koulibaly, cette vendeuse de moutons, pour qui le métier n'a plus aucun secret, compte bien faire de bonnes affaires cette année. Tabaski 2022, la fête s'annonce belle et pour les fidèles musulmans et pour les commerçants. Dans l'actualité internationale au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a rendu le tablier. Il a démissionné de la tête du parti des conservateurs. La situation était devenue intenable avec plus de 50 membres du gouvernement démissionnaires en l'espace de 48 heures. C'est le dossier Inter et il est proposé par Michel Digré. Usé par les scandales, affaibli par une série de démissions sans précédent, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est finalement résolu jeudi à quitter le pouvoir en annonçant sa démission en tant que chef du Parti conservateur. Ces derniers jours, j'ai essayé de persuader mes collègues qu'il serait invraisemblable de changer de gouvernement alors que nous obtenons tant de résultats, que nous disposons d'un mandat aussi vaste, que nous n'avons que quelques points de retard dans les sondages, même à mi-parcours, après plusieurs mois d'une lutte acharnée et alors que la situation économique est si difficile au niveau national et international. Je regrette de ne pas avoir réussi à faire valoir ces arguments. Et bien sûr, il est douloureux de ne pas être moi-même capable de faire aboutir tant d'idées et de projets. D'une popularité jadis inoxydable, Boris Johnson avait sombré dans les enquêtes d'opinion. Selon 2 sondages cette semaine, près de 70% des Britanniques souhaitaient son départ. Le mois dernier, il avait échappé à un vote de défiance. 40% des députés conservateurs refusant cependant de lui accorder leur confiance. Nous sommes dans une position où c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre, beaucoup de personnes ont eu des doutes sur son comportement personnel et sa capacité à dire la vérité. Les démissions et les appels au départ de Boris Johnson s'étaient poursuivis jusqu'à son annonce jeudi, alors que Downing Street annonçait une série de nominations pour remplacer les ministres et secrétaires d'État démissionnaires. Il doit se rendre compte que la partie, hélas, est terminée. Sa crédibilité et son autorité en tant que Premier ministre ont complètement disparu. Et il doit reconnaître qu'il n'est plus en mesure d'exercer cette fonction, passer la main. Au total, une soixantaine de départs ont été annoncés au sein du gouvernement depuis mardi, dont 5 ministres, un exode d'une rapidité sans précédent dans l'histoire politique britannique. Mercredi soir encore, plusieurs ministres
s'était rendu à Downing Street pour essayer en vain de convaincre Boris Johnson qu'ayant perdu la confiance du Parti conservateur, il devait démissionner dans son intérêt et celui du pays. Les dommages sont maintenant infligés au gouvernement qui ne peut pas gouverner, au Parti conservateur qui est le gouvernement et qui est perçu comme n'étant pas en bonne position, mais aussi au pays dans son ensemble, car il y a tellement de sujets détails, des problèmes importants. Nos électeurs ont besoin de nous et attendent de nous que nous nous concentrions uniquement sur eux. Nous devons donc procéder à une élection très rapide. Le mécontentement couvert depuis des mois, nourri notamment par le scandale des fêtes illégales à Downing Street pendant le confinement anti-Covid, alors que les Britanniques devaient respecter des règles très strictes. Boris Johnson avait varié dans ses explications, provoquant frustration puis colère des élus conservateurs dans un pays confronté à une inflation record de 9% et à des mouvements sociaux. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Le Parti conservateur est un groupe avec beaucoup de succès. Et l'une des raisons pour lesquelles il a autant de succès, c'est qu'il se débarrasse de ses dirigeants et recommence. Il le fait tout le temps. Boris Johnson lui-même a remplacé Theresa May, qui avait remplacé David Cameron. Et cela permet au parti de recommencer avec un nouveau dirigeant et de dire, regardez, nous sommes un groupe complètement différent. Après 3 années turbulentes au pouvoir marquées par le Brexit, dont il était le champion, la pandémie de coronavirus, l'invasion russe en Ukraine et une inflation record, Boris Johnson a assuré que celui ou celle qui lui succéderait aurait tout son soutien. Il pourrait toutefois rester chef du gouvernement jusqu'à l'automne, le temps d'élire son successeur à la tête du parti. Un sondage auprès des membres du Parti conservateur donne le ministre de la Défense, Ben Wallace, favori pour succéder à Boris Johnson. Toujours dans l'actualité internationale, mais cette fois-ci en brève au Japon, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été grièvement blessé par balle ce vendredi. C'était lors d'un meeting politique dans la région de Nara, dans l'ouest du pays. Il a été emmené à l'hôpital dans un état jugé très critique, car ne présentant aucun signe de vie, selon les premières informations. Un suspect a été arrêté, une arme a été saisie. L'homme arrêté pour tentative de meurtre serait âgé d'une quarantaine d'années. Et puis, après 3 jours et 2 nuits passées dans les locaux de la police judiciaire, les responsables du FNDC en Guinée ont été transférés hier jeudi à la prison civile de Conakry. Après avoir été entendus par un juge d'instruction, ils sont accusés d'outrage à magistrat et injure publique. C'est la première fois depuis la prise du pouvoir par la junte militaire que des activistes de la société civile soient arrêtés et poursuivis devant les tribunaux. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur le www.rti.ci.